Bettencourt, le scandale des Panama Papers, l'affaire Madoff, autant de scandales financiers révélés par les journalistes d'investigation dont la pertinence des enquêtes n'épargne aucun milieu, même les hautes sphères de la finance internationale. Alors, quelles sont les qualités du journaliste d'investigation? C'est le thème que nous allons aborder dans ce numéro d'Objectif Média. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau M. Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI, syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À ma gauche, nous avons Delors Desmond, journaliste également, et elle a été prix Ebony, meilleur journaliste culturel 2018. Félicitations encore et merci d'être venue sur notre plateau. Merci, Madame Cissé. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux choses plus sérieuses. Madame Delors, j'ai envie de vous poser une question. C'est vrai qu'on connaît beaucoup de genres journalistiques. Nous avons par exemple le journalisme sport, le journalisme d'information. Qu'est-ce que le journalisme d'investigation? Alors, le journaliste d'investigation, déjà le débat existe sur la question du journaliste d'investigation. Dans certaines écoles, on estime qu'un journaliste est un journaliste point et qu'il doit travailler selon la déontologie, qui veulent qu'il vérifie les faits et autres. Et à la différence de ceux qui soutiennent, par exemple, qu'il y a un journaliste d'investigation, ils considèrent comme journaliste d'investigation justement ce travail d'enquête sur une longue durée, ce travail minutieux qui fait la recherche approfondie autour du sujet, qui multiplie des sources également. Donc l'investigation est appelée autrement le journalisme lent, parce qu'il prend du temps. Nous pouvons même aller souvent jusqu'à 7 mois, même 1 an d'enquête pour un sujet. Alors monsieur, vous avez quelque chose à ajouter à cette définition? Lord l'a dit, c'est un débat. Parce que le journalisme même, c'est de l'investigation. C'est 2 mots qui sont intrinsèquement liés. Donc c'est pourquoi certains estiment un peu superflu le thème de journaliste d'investigation. Parce que même qu'il s'agisse du plus petit genre, je vais prendre par exemple le compte rendu, vous êtes obligé au moins de vous déplacer et de recouper au moins les sources. Vous faites déjà de l'investigation. C'est vrai que dans certains cas, il y a, en fait, on pourrait dire que ce sont des enquêtes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il y a plusieurs genres journalistiques, vous avez le reportage, vous avez les éditoriaux, etc., etc. Donc, le journaliste d'investigation s'apparente surtout à du journaliste d'enquête. Et certains sont spécialisés dans ce genre de journalisme qui, comme elle a dit, prennent le temps pour voir vraiment des enquêtes sur des questions qui peuvent être des questions transversales. Mais pour moi, on peut dire que c'est le journalisme d'enquête. Au-delà, pour faire la différence entre par exemple, les interviews ou simplement le reportage. On peut résumer l'organisation d'enquête parce qu'il s'agit justement dans ce genre-là de faire un travail d'enquête approfondi, un travail d'enquête sur un sujet qui peut avoir plusieurs tentacules. Donc ça vous amène donc à aller parfois vous déplacer dans plusieurs pays, à rencontrer plusieurs sources et à fouiner plusieurs sources documentaires notamment et à avoir des évolutions à un certain nombre de niveaux. Mais ce n'est rien d'autre qu'une enquête journalistique. D'accord. Effectivement, sur le sujet, justement, je pense que lorsqu'on parle de journaliste d'enquête, journaliste d'investigation, c'est forcément la même chose. Même l'enquête, lorsqu'on prend la définition de l'enquête dans le dictionnaire, la définition de l'investigation, on parle toujours sur le même résultat. D'accord. Vous avez beaucoup répété le mot enquête. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut par exemple appeler un policier qui prend le temps de faire des enquêtes sur un sujet et publie des réponses à ce sujet-là, est-ce qu'on peut l'appeler journaliste d'investigation? Non, c'est très différent. C'est pourquoi on parle d'enquête journalistique, justement. Le journaliste n'est pas un policier, il n'est pas un espion. Non, il ne fait pas un travail d'espionnage, de sécurité. Il fait un travail pour le service public d'investigation journalistique, justement, pour révéler ce qui est caché et non pour chercher forcément des poux. Mais dans l'intérêt supérieur, justement, j'ai failli dire de la nation, mais dans l'intérêt du public. Parce que le choix même des sujets d'investigation également ne correspondent pas forcément au travail de la police. La police fait son travail d'investigation et le journaliste s'intéresse justement aux sujets qui touchent à la vie des populations, le journaliste d'investigation. C'est vrai qu'il y a certains journalistes d'investigation qui se mettent plus du côté des dirigeants et des gouvernants dans leur travail
fait la part belle. Selon les formations que nous avons reçues sur le journalisme d'investigation, ce qui devrait se passer se passe pour justement les dossiers qui sont primés, et qui sont primés, vous avez cité tout à l'heure, qui font scandale souvent. Parce que lorsque l'argent public est détourné, et vous avez dit dans le monde de la finance, c'est là que concerne justement, c'est l'argent public, c'est là que concerne directement le citoyen, la population. Alors, M. Guillaume, oui, parlons de... Généralement, on dit que le journaliste et le policier font le même travail pour des cibles différentes. Oui. Le policier utilise les mêmes méthodes d'enquête que le journaliste utilise, mais le résultat de son travail est destiné à sa hiérarchie. Alors que le journaliste fait le même travail, mais le résultat de son travail est destiné au public. Et c'est ça qui fait la différence. Un rapport de police n'est pas destiné au grand public. Donc, le policier, bon, peut faire le travail, mais il n'a pas... S'il arrive à connaître sa hiérarchie, le problème est réglé. C'est l'essentiel. Or, le journaliste, son principal patron, c'est le public, qui, lui aussi, n'est pas naïf. Donc, ce qui fait qu'il y a une nette différence d'approche. Sinon, les méthodes de travail, d'enquête sont pratiquement les mêmes, mais les cibles ou bien les destinataires sont différents, ce qui fait que le journaliste n'est pas un policier. Et souvent, on nous dit que c'est vrai que dans certains pays, je vais parler par exemple de la presse people dans les pays anglo-saxons, les journalistes ont tendance à se comporter comme des policiers. Ils vont en enquête, ils camouflent leur identité, ils font par exemple des reportages ou bien des enquêtes en caméra cachée, mais ce sont des méthodes qui ne sont pas toujours, ça fait l'objet de débat. Parce que dans toutes les formations, on vous dira, le journaliste doit avancer à visage découvert. Quand vous rentrez, vous interviewez quelqu'un, vous déclinez votre identité. Je m'appelle Guillaume Bateau, je suis journaliste dans tel organe de presse, je travaille sur tel sujet et je voudrais vous entendre sur tel point. D'accord, merci beaucoup M. Guillaume Bateau. Il y a Mme Delors qui nous parlait tout à l'heure de scandale. Alors la question c'est, quels sont les cas spécifiques dans lesquels l'on a recours au journalisme d'investigation? Je veux dire, tous les sujets peuvent faire l'objet d'investigation. Si je prends en ce moment, il y a beaucoup de débats en Côte d'Ivoire, par exemple, sur la question de l'immigration clandestine. On va parler de ça, par exemple. Un journaliste peut estimer qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Des villes comme Daloa sont présentées comme des villes de départ de ces jeunes migrants. Il y a beaucoup de questions sur les raisons, les causes profondes de ces départs-là. Et je peux estimer que cette situation, il va s'informer, il va aller au-delà de ce qui est communément admis. Parce que le gouvernement peut avoir une position, les acteurs peuvent avoir d'autres positions, les familles peuvent avoir des positions. Donc je dis, bon, qu'est-ce qui pousse effectivement ces jeunes et pourquoi ils partent de Daloa? Il va aller pour voir peut-être que Daloa est une ville où vous avez peut-être une forte concentration d'une certaine communauté qui favorise telle ou telle chose, ou bien c'est lié à sa situation géographique, etc. etc. Donc, il peut y avoir aussi d'autres sujets qui sont carrément directement liés aux finances publiques. Il y a eu ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, un débat sur les primes des éléphants après la Coupe d'Afrique de 2017, par exemple. Cette affaire a coûté le poste à un certain nombre de hauts fonctionnaires. Je vais estimer que ce qui a été dit n'est pas suffisant et s'y intéresser de près. On a vu aussi le cas récent des voitures non dédouanées. Donc, il y a beaucoup de sujets qui peuvent amener un journaliste à se dire, bon, j'ai entendu des versions ici et là, mais je veux m'intéresser parce que je pense que je ne suis pas satisfait. À partir de ce moment, tous ces sujets peuvent faire l'objet d'investigation. Alors justement, le sujet part d'une question, il a dit tout à l'heure, mais pourquoi il part de Daloa? L'investigation répond justement à une question. Et le rapport de police peut servir même de base pour le journaliste d'enquête. Lorsque le journaliste, selon ses sources, a accès à un rapport de police, et le résultat du rapport peut emmener ce dernier-là à se demander, mais pourquoi ce fait de société? Pourquoi ce fait est rapporté? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par exemple, la police a remarqué que dans telle zone, il y a je vais dire peut-être des brigands, mais pourquoi il y a un problème d'insécurité dans cette zone? Et enquêter à partir de ce rapport justement de police est parti également d'une question. Alors le journaliste n'est pas
les méthodes d'investigation, justement, moi, je ne suis pas d'accord avec Guillaume et certains de mes confrères sur un point. Après, moi, je ne soutiens pas qu'il faut aller masquer, non. Effectivement, hein, selon le code de déontologie, la pratique, il faut se présenter. Mais lorsqu'il y a danger, seulement qu'il ne faut pas abuser du camouflage. On peut se camoufler une fois en passant parce que la vie est en danger, parce que votre vie est menacée. Moi, je me souviens, j'ai fait un reportage 2 nuits dans la peau d'une prostituée à Abidjan. Mais si je ne m'étais pas camouflée, que je m'étais présentée comme journaliste, je pense que je serais revenue morte. Parce que c'était dans la perte de la nuit avec des drogués. Vraiment, c'était difficile. J'ai pu intégrer le milieu, mais jusqu'à un certain moment, il ne fallait pas décliner son identité. Mais ne pas du tout décliner son identité, là, c'est de l'espionnage. Est-ce qu'on peut déduire de ce que vous venez de dire que c'est un genre qui demande beaucoup plus de recherche que les autres genres journalistiques? Effectivement, beaucoup de recherches, beaucoup de rigueur aussi dans l'analyse. Il faut se poser beaucoup de questions et chaque réponse invite à une nouvelle question jusqu'à ce qu'on ait un résultat à la question de départ, à l'hypothèse de départ. Vous êtes d'accord que ce genre demande beaucoup Oui, plus d'efforts? bien entendu. D'abord, ça demande du temps. Tout à l'heure, elle a dit que ça peut vous prendre 6 mois, mais parfois même 6 mois, c'est très peu. Pour poser des questions vraiment qui sont à ce niveau. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail. Parce que vous avez, comme je dis d'abord, la recherche documentaire même va vous prendre vraiment un temps fou. Parce qu'il faut placer le sujet dans son contexte. Et puisque vous n'êtes certainement pas le premier qui a abordé ce sujet, il faut bien vous renseigner, bien vous informer pour savoir si ce sujet n'a pas été traité ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs par un autre média ou bien par d'autres supports, ou n'a pas fait l'objet par exemple d'un colloque, etc. Donc la recherche documentaire vous prend suffisamment de temps. Et si vous voulez vraiment maîtriser votre sujet, à partir de là, parfois aussi il y a des sources qui sont difficiles d'accès ou qui refusent de vous parler. Et parfois c'est ça qui fait aussi la difficulté dans nos pays africains. Vous avez un sujet sur le ministère de l'économie et des finances. Et vous êtes obligé de parler au ministre ou au moins à son directeur de cabinet. Et le ministre vous envoie à un chef de service. Vous savez que ces informations-là ne peuvent pas être disponibles à un échelon bas. Mais tant que vous n'avez pas eu la personne indiquée, vous êtes obligé de trouver l'astuce pour avoir cette information. Donc ça aussi, ça peut vous prendre du temps. Et puis, on va peut-être y revenir, il y a aussi des risques, parfois physiques. Bon, Laure en a parlé. Si vous allez enquêter, par exemple, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria ou à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, sur un certain nombre de sujets, si vous avez affaire à des trafiquants, par exemple, de drogue, ils peuvent. Donc vous êtes obligé d'utiliser un certain nombre de méthodes. Bon, elle parle de camouflage, on peut utiliser d'autres méthodes, mais tout ça fait que ça demande plus de travail, ça demande plus de temps, plus d'énergie et aussi plus de moyens. Ça aussi, c'est un sujet dans beaucoup de nos lecteurs, téléspectateurs se plaignent en Côte d'Ivoire. Oui, les journalistes ivoiriens ne font pas d'investissement, mais c'est beaucoup d'argent. Si vous devez avoir un billet d'avion. D'accord, je vous remercie, mais nous revenons tout à l'heure. Nous savons que vous êtes très captivés, mais nous avons des obligations publicitaires. Nous revenons tout de suite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués. La compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles, rejoignez le groupe HETech sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouaga, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous allons parler maintenant des qualités du journaliste d'investigation. Alors, Madame Delors, vous pouvez nous dire les qualités requises pour un bon journaliste d'investigation? Je dirais pour un journaliste d'investigation, tout simplement. Un journaliste, qu'il soit d'investigation ou pas, ce sont pratiquement les mêmes qualités. C'est la rigueur, le respect du code d'éthique et de déontologie. Heureusement que dans la coopération, il existe un code donc, qui comporte tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
justement, et traiter les sujets d'intérêt qui touchent la vie des personnes, des populations directement. Parce qu'un journaliste d'investigation qui aura fait une belle enquête, mais seulement dans l'intérêt des dirigeants, il ne travaille pas forcément pour le public. Il faut être au plus proche des populations. C'est ce qui est reproché très souvent à certains sujets, de ne pas être proche des réalités, de ne pas mettre l'homme au cœur de la problématique, au cœur du travail d'investigation. Donc que ce soit les populations rurales, les communautés, et de plus en plus, heureusement, en Côte d'Ivoire, les journalistes s'intéressent à la vie des communautés comme Anderson Diedry qui ne fait que ça pratiquement. C'est là pratiquement qui fait des investigations en zone rurale sur les problèmes des terres. Malheureusement, chez nous, ici, on n'aimait pas, on exègue le journaliste d'investigation et on a le sentiment qu'il n'existe pas de journaliste d'investigation en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons dit tantôt que c'est un journaliste d'enquête. Et chaque année à Ebony, justement, un journaliste est désigné meilleur journaliste d'enquête de l'année 2018. Ce qui veut dire, enfin, je dis 2018, ça peut être les autres années aussi. Ce qui veut dire que c'est parce qu'il y a un travail qui s'est fait qu'il est sélectionné pour son travail. Mais parce que derrière, il n'y a pas l'écho qu'il faut. Comme ce qui se passe chez nos confrères européens, on a le sentiment que rien ne se fait. Si on le reçoit sur les plateaux, on a Traoré qui a été super Ebony et qui a mené des enquêtes intéressantes. Il a pris de hauts risques dans zone djihadiste et autres. Mais est-ce qu'il est reçu sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire pour débattre, pour rendre compte de ce qu'il a rencontré sur le terrain? Du coup, on va s'asseoir dans nos maisons, on dit qu'il n'y a pas de journaliste d'investigation en Côte d'Ivoire. D'accord, M. Bateau. Vous ne pensez pas qu'en plus des qualités du journaliste lambda, c'est-à-dire respecter les codes de déontologie, le journaliste d'investigation se doit d'avoir certaines qualités de plus? Oui, bien entendu. D'abord, il y a le talent. Parce que le journalisme, qu'on a dit, il y a plusieurs gens, les grands gens. Hein, et moi, je dis toujours que tout le monde ne peut pas tout faire. C'est vrai que c'est un débat. Souvent, on dit que le journaliste peut tout faire. Mais il y en a qui ont plus de talent à faire certaines choses que d'autres. Par exemple, interroger quelqu'un sur un plateau, comme vous le faites en ce moment, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes réactions. Quelqu'un est plus à l'aise, là c'était un jeune confrère, Anderson Diedry, qui est vraiment très à l'aise sur le terrain, qui prend le car, qui va jusqu'à la frontière. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec lui d'un sujet qu'il faisait dans la région d'origine, à Zouamien, d'un année sur les questions des orpailleurs clandestins, etc., la question des mines. Il a travaillé la question de la déforestation, comment les différents parcs nationaux étaient agressés, etc. Donc, et il y en a qui se sentent à l'aise, plutôt dans le salon feutré, en train de fouiner un peu sur ce. Donc, il faut avoir d'abord la prédisposition pour ce travail-là. Comme on l'a dit, qu'il y a un travail méticuleux, qui prend du temps, il faut le faire bien. Et il faut faire en sorte aussi que ce soit un travail inattaquable. Parce que c'est vrai, vous pouvez fouiller. Et si vous n'avez pas suffisamment recoupé vos sources, si vous n'avez pas donné aussi la parole à ceux qui sont mis en cause, votre travail peut être contesté. Et au final, s'il est contesté, votre crédit peut en prendre un coup. Donc, il faut beaucoup de qualité. Il faut être vraiment un vrai bosseur. Il faut être aussi, j'allais dire, persévérant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que parfois vous pouvez commencer un sujet et vous êtes confronté à des problèmes de financement, par exemple. Obtenir de votre direction qu'elle rallonge votre budget, c'est des débats. Parfois, dans les rédactions, c'est des sujets qui vous prennent du temps. Donc, il faut être persévérant. Il faut beaucoup d'abnégation. Et aussi, je vais ajouter la dernière qualité qui me semble essentielle, beaucoup de patience. Beaucoup de patience pour pouvoir vraiment mener ce genre de travail-là à terme. Moi, je me souviens quand je commençais il y a quelques années, j'avais traité un sujet, ce n'était pas aussi une très grande enquête, mais j'avais enquêté sur les travaux de bitumen de l'axe Adzopé à Bangourou. Et à l'époque, on avait eu l'information selon laquelle les entrepreneurs qui avaient été mis sur le marché se sont arrangés avec la direction d'évaluation pour dire qu'ils avaient fini le travail, alors que le travail n'était pas fini. Et je me souviens à l'époque, je m'étais déplacé jusqu'à Bangourou, rencontrer le préfet, et effectivement, les gens avaient fait les bonnes livraisons, alors que près d'une trentaine de kilomètres n'avaient pas été traités. Et donc, quand on a travaillé sur ce sujet, on est allé au ministère des Infrastructures économiques,
On a fait vraiment rencontrer tous les opérateurs qui étaient dessus. On avait les documents. Mais quand on a fait notre article, ça a donné, il y a eu des échos. Les directeurs qui étaient chargés de cette question ont été limogés. Mais ça a pris du temps parce que vous demandez un rendez-vous à un préfet qui est à Bangourou et vous dites bon, je suis en absent, vous revenez la semaine prochaine. Et ça m'avait pris pratiquement 3 mois. Et ceux qui m'avaient donné l'information à l'époque pensaient que j'avais pris de l'argent avec les gens et que j'avais étouffé l'affaire. Je leur ai dit non. Je suis obligé, si je veux être crédible, vous dites que c'est le préfet qui a signé l'acte de livraison. Il faut que je voie le préfet. D'accord. En fait, dans le journalisme d'enquête, justement, il ne faut pas s'arrêter à un refus. Élise Lucet, qui est l'étendard de l'investigation en télé, on parle souvent, il ne faudrait pas s'arrêter à un refus. Lorsqu'on va, c'est pourquoi la patience aussi fait partie des qualités. Et moi, je me dis même que lorsqu'on parle de qualité, je suis un peu gênée parce que pour moi, lorsqu'on est journaliste, il faut se faire violence sur soi pour avoir les informations équilibrées. Parce que le code d'éthique et de déontologie dit de servir au public une information équilibrée. Alors, le journaliste d'enquête aussi, c'est une information équilibrée qui prend du temps. C'est que lorsque, par exemple, le journaliste lambda, il va couvrir un événement, une conférence de presse, quelqu'un prononce sa conférence et attaque X. Lorsqu'il vient dans sa rédaction, il ne va pas se contenter seulement de faire le compte rendu et puis s'arrêter là. Il faut qu'il appelle X pour équilibrer dans son papier que joint par téléphone ou bien nous avons contacté X, voici sa version. Donc, pour moi, les qualités là sont intrinsèques déjà, qui sont contenues dans le code d'éthique et de déontologie. Et maintenant, oui, vous avez une question. Ma question, c'est, tantôt vous êtes en train de dire que cela nécessite le fait de se camoufler souvent. Il est vrai que vous n'étiez pas d'accord, mais est-ce que être un bon journaliste d'investigation ne nécessite pas les qualités d'espion? Non. Lorsque vous partez vers une administration à visage découvert, justement, pour demander une information, et qu'on ne vous donne pas cette information-là, vous prenez votre temps. Cette fois-ci, vous passez par d'autres méthodes détournées, qui ne sont pas forcément de l'espionnage. Qui n'est pas forcément de l'espionnage, mais vous allez contacter. Parce qu'il y a plusieurs types de sources, au fait. En enquête, il y a des sources ouvertes, il y a les sources fermées. Alors, lorsque vous êtes en face d'une administration qui est censée être une source ouverte, mais qui est fermée, lorsqu'elle est fermée, mais au sein de cette administration, les méthodes de Reuters qu'on utilise, il y a toujours des frustrés quelque part. Il y a quelqu'un qui a été renvoyé de cette administration-là, qui en veut au patron, qui est prêt à donner toutes les informations. Il faut avoir tous ces détails-là et rencontrer cette personne et protéger ses sources. C'est important de protéger ses sources. C'est parce qu'on protège nos sources que les gens pensent qu'on fait de l'espionnage, on camoufle des choses. Il faut protéger sa source et ne pas mettre sa source en difficulté. Et cela fait également partie du code d'éthique et de déontologie. Oui, le journaliste n'est pas un espion. Bon, au début, on n'est pas loin. Je dis que dans toute une question, elle a dit un peu, toute une question d'école et de culture, dans la culture francophone, on va dire ça comme ça, qui est un peu plus rigide par rapport aux principes sur le journalisme doit avancer à visage découvert. Comme je l'ai dit, la première règle, quand vous êtes en situation d'enquête, et justement pour vous protéger, c'est de vous présenter, pour ne pas qu'on vous confonde avec un espion. Vous dites, je vais vous présenter, et on nous dit toujours que votre premier geste, c'est de décliner présenter votre carte de presse. Moi, je suis en enquête, mais je le fais pour tel média, et voilà ce à quoi ça va donner. Bien entendu, souvent, il y a des refus, et ça, c'est dans nos pays africains. Quelqu'un qui donne l'information dit, bon, je dois me référer à ma hiérarchie. Et la hiérarchie, parfois même, c'est le président de la République. Bon, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous êtes obligé, comme elle a dit, soit de contourner la personne ou de revenir à la charge d'une façon ou d'une autre. Je prends un exemple. Je dois parler au préfet qui est à Bangourou, qui ne veut pas me parler. Je m'adresse au ministère de l'Intérieur. Je dis que nous avons une telle information qui incrimine votre collaborateur, le préfet d'ici, mais nous avons fait des efforts pour avoir sa version des faits. Il ne veut pas nous écouter. Peut-être que ça va fouetter l'orgueil de son supérieur hiérarchique, qui lui dit, mais écoutez, on a des efforts. Les gens vous accusent de ceci, de cela, et tu refuses de parler, mais quand demain les journalistes vont en parler, qu'est-ce que tu as dit? Ça peut être une pression d'un supérieur hiérarchique qui peut venir vous permettre d'avoir l'information dont vous avez besoin. D'accord, merci beaucoup, monsieur. La question du temps
est assez revenu dans notre discussion. Ce que j'aimerais savoir, madame, est-ce qu'il est obligatoire pour un journaliste d'investigation de travailler sur une longue durée pour avoir des informations très concrètes ou encore dire qu'il a fait un travail d'investigation? Il peut avoir la chance d'avoir des sources ouvertes, mais ça arrive rarement. Cela arrive rarement. Par exemple, aujourd'hui, on parle de fact-checking. Même dans le fact-checking qui est censé se faire en 2-3 jours, souvent, on va jusqu'à faire 2 semaines, 1 mois sur le fact-checking pour vérifier une simple déclaration, avoir les personnes, les sources. C'est tellement compliqué que c'est rare de tomber sur des enquêtes qui ont été réalisées en 2 jours, 3 jours. D'accord, donc on retient que c'est un genre qui prend beaucoup de temps. Alors monsieur, la question que je vais vous poser maintenant, on sait c'est un genre qui comporte beaucoup de risques, avec des exemples passés. Ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les risques et difficultés qu'on peut rencontrer en tant que journaliste d'investigation? La première difficulté, c'est justement la question des sources. Parce que dans nos pays africains, et particulièrement dans notre pays en Côte d'Ivoire, on a une culture de l'opacité. Personne ne veut... Et si on parlait dans un sens plus élargi, oui, mais c'est la même chose. C'est tout ailleurs dans les pays de l'Occident. Que ce soit, même en Occident. Bon, là-bas, il y a une différence. Ils ont une culture des médias qui est assez évoluée. Or, nous, imaginez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule chaîne de télévision, par exemple. Donc, la culture des médias n'est pas encore ancrée dans notre société, dans nos sociétés africaines de façon générale. En France, aux États-Unis, dans tous les petits villages, vous avez une chaîne de télévision locale qui fait aussi des enquêtes. Donc les gens ont l'habitude de parler avec les médias. Ce qui n'est pas le cas chez nous, où l'administration a encore un poids très très important. Ce qui fait que vous avez une enquête, les premières personnes que vous allez parler, d'abord vont vous dire, bon, adressez-moi un courrier. Là où la personne peut vous parler rapidement. Bon, adressez-moi un courrier, vous allez adresser le courrier va passer d'abord par le service courrier, va aller au directeur de cabinet, revenir. On retient qu'il est difficile de... Oui, ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, nos médias n'ont pas souvent assez de moyens pour financer ces enquêtes. Ça, c'est la deuxième difficulté et parfois la plus importante. Parce que, vous imaginez dans beaucoup de rédactions, le journaliste n'a même pas assez de crédit de téléphone pour appeler. Mais si vous ne pouvez pas appeler qu'en pleine conversation, votre téléphone est interrompu et que vous devez aller courir pour recharger, mais votre interlocuteur peut-être qu'il n'a pas que ça à faire. Il passe à autre chose. Donc, la question du financement de ces enquêtes est aussi une question. Et puis bon, il y a d'autres difficultés sur lesquelles on peut revenir. Quelque chose à ajouter sur les difficultés? Non seulement, je veux revenir surtout sur la question du financement. Moi, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais la majorité des journalistes d'investigation en Côte d'Ivoire travaillent sur fonds propres. Moi, j'ai réalisé une enquête en 2014 sur la traite transfrontalière des enfants au nord de la Côte d'Ivoire, où j'ai dû entrer dans les réseaux mafieux, tout ça. Mais cette enquête a été financée par un institut à l'extérieur, parce que ma rédaction n'avait pas de moyens. C'est un sujet que je rêvais de faire depuis 2012, mais ma rédaction de l'époque n'avait pas de moyens pour financer. Et par hasard, je suis tombée sur un organisme qui a financé mon enquête. C'est comme ça que j'ai pu aller au Burkina Faso, au Mali, pour réaliser ce sujet-là, qui avait eu le prix Ebony de la lutte contre le travail des enfants en 2014. Donc c'est pour dire quoi? Les journalistes d'investigation eux-mêmes financent leur travail. Anderson, dont on parle aujourd'hui, qui bouge là et là, il travaille sur fonds propres. Et son cas fait cas d'école. Parce qu'aujourd'hui, sur les rencontres internationales sur le journalisme d'investigation en Afrique, on parle d'Anderson Diedrich comme un journaliste qui finance lui-même ses enquêtes. Mais au-delà, dans les rédactions, il n'est rien prévu pour le journaliste d'enquête. Il est rare de voir dans une rédaction qu'on désigne un journaliste grand reporter, même quand on sait qu'il se spécialise dans le grand genre et qu'il fait des grands reportages, parce que le grand reporter coûte cher, on ne peut pas payer son salaire. Donc on préfère le confiner dans un rôle, il est là dans la rédaction et de temps en temps il fait des enquêtes quand il a le temps. Mais on ne prend pas au sérieux l'enquête dans nos rédactions. En dehors des sources et de la finance, il n'y a pas d'autres difficultés que peut rencontrer une personne dans son propre métier, c'est-à-dire dans l'exercice même du journalisme. Oui, bien sûr, il a les menaces au quotidien. Les menaces au quotidien. Le journaliste même qui ne fait pas d'investigation même est menacé. Est menacé au quotidien.
à plus forte raison celui qui est dans l'investigation, qui est obligé, à un moment, Anderson se cachait parce qu'il avait travaillé sur un sujet sensible d'accaparement des terres. Et là, il avait tous les problèmes partout. Il était obligé de se mettre sous la coupole des ONG, des droits de l'homme pour se cacher. Donc, ce sont des réalités qu'on rencontre. On a beaucoup cité Anderson. Vous pouvez nous Oui, citer Traoré. personnes influentes dans ce domaine-là? Oui, Traoré. Il y a Traoré aussi qui s'intéresse, qui a eu le Super Ebony. Ce n'est pas aujourd'hui que Traoré fait des enquêtes. Hein. C'est depuis des années, mais c'est maintenant, comme il a été Ebony, tout le monde le découvre. Comme nous sommes en journaliste société, on se connaît, donc on le voit sur le terrain. Je vais citer Christelle Ménan, qui est aussi l'étendard du journaliste d'investigation en télé en Côte d'Ivoire. Seriba Kone, le président du réseau des journalistes d'investigation, qui fait de l'investigation au quotidien également. Donc ils existent en Côte d'Ivoire. Ouais, bon, à l'international, je ne vais pas me hasarder. Bon, il y a beaucoup d'anciens confrères comme Pierre Péan, bon, du journal Le Monde, qui a fait beaucoup dans l'aspect francophone, mais au-delà, la lettre du continent, Glaser a fait aussi beaucoup de sujets. Mais je veux dire que il y a beaucoup de talents, parfois à l'international, mais bon, je veux dire que ce n'est pas comparable. Hein. Voilà, un monsieur comme Pierre Péan qui travaille pour le journal Le Monde, quand vous voyez son budget, une enquête, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que ma petite soeur Laure peut avoir d'un institut. Voilà. Donc, ça, je pense que notre gros problème dans nos pays africains, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Et on n'a pas confiance au talent que nous avons. Alors que tous ceux qu'elle a cités, qui sont la plupart plus jeunes que moi, hein, j'allais dire presque tous, ceux-là, si vous avez aujourd'hui une rédaction qui peut leur donner les moyens de faire de vrais travail d'investigation, ben, ils vont nous donner des résultats extraordinaires. Malheureusement, le mot est bien placé. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une personne qui a l'intention d'exercer le métier de journaliste d'investigation à l'avenir? Ben, d'abord, lui dire qu'être journaliste en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le paradis. Voilà. Choisir le journalisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est, entre guillemets, choisir la précarité. Donc, quand vous choisissez la précarité, vous devez être fort dans la tête. Vous devez vous dire que c'est un sacerdoce. On est là pour aider à faire bouger la société d'une façon ou d'une autre. Et si on décide de spécialiser dans les investigations, donc il va falloir se préparer à financer ces enquêtes sur fond. On espère que ça va évoluer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que ça va évoluer, mais pour le moment, ce sont des difficultés. Mais la passion doit prendre le dessus. Quand on est passionné de ce qu'on fait, je pense qu'on est toujours bien récompensé. Il y a Anderson et Lesmond qui le font. Même si on n'a pas l'argent au quotidien, mais de temps en temps, bon, on les invite à des voyages, on les invite à des réunions, à des colloques. Ça leur permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Et ça paye toujours. Ça paye toujours. Donc, encourager ceux qui veulent s'y engager, même s'ils ne vont pas rouler carrosse tout de suite. D'accord. Moi, je ne suis pas pessimiste. Voilà, je ne suis pas pessimiste. Contrairement à Guillaume Bateau, moi, j'ai de l'espoir parce que je vois. En fait, même pour contourner, il y a encore des méthodes. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais pour contourner l'accès au financement. Peut-être qu'on aura l'occasion. Voilà. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus en groupe de journalistes, de consortium autour des sujets. C'est ce qui s'est passé avec le consortium Senezo, le Centre Nobel Zongo, qui travaille avec les journalistes en Afrique de l'Ouest. Les Panama Papers que vous avez cités, mais il y a eu également les Wikileaks africains qui n'a pas eu le même écho que Panama Papers, mais on a eu 2 journalistes ivoiriens, justement, les journalistes de l'éléphant déchaîné et encore Anderson qui ont travaillé sur les Panama Papers africains. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir parce que le modèle économique des médias est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de médias citoyens, de méthodes participatives. Mais tant que les médias vont dépendre des politiques et des puissances financières, il sera encore difficile d'avoir l'indépendance parce que l'investigation requiert aussi de l'indépendance. On va travailler sur un sujet et puis arriver quelque part et dire « Ah, mais celui qui finance le média, il est gêné par cette partie-là, il faut biffer. » Alors que lorsque le média se finance autrement, le résultat sera là. Donc, c'est le modèle économique aussi qu'il faut revoir. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Mme Nesmond Delors, journaliste, Ebony du prix du meilleur journaliste culturel 2018. Nous étions également avec M. Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI, syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire.
Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Plaisir. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous pour un prochain numéro d'Objectif Média. D'ici à là, portez-vous bien.